On se retrouve pour une autre édition de l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Installez-vous confortablement, les titres les voici. Nous parlerons économie numérique. L'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA est décidée à renforcer et à améliorer la gouvernance dans le secteur. Dans tous ces états, des mesures ont été prises dans ce sens. Nous vous ferons le compte rendu. Puis nous parlerons santé. Les efforts pour la concrétisation complète de l'assurance maladie universelle se poursuivent. Les autorités togolaises ont annoncé de nouvelles dispositions. On fait le point dans ce journal. À l'étranger, la fin de la coopération militaire entre le Niger et la France se précise. La junte militaire au pouvoir dans le pays a annoncé avoir fixé des conditions pour le retrait organisé des soldats français du territoire nigérien, une opération qui a d'ailleurs démarré ce jeudi. Puis nous irons au Burundi. Alain Guillaume Bunyoni, l'ancien premier ministre du pays détenu depuis un moment, après avoir été accusé de saper la sécurité nationale, ne sera pas remis en liberté. La Cour suprême du pays a rejeté la demande. Nous y reviendrons. C'est tout pour les grandes lignes de ce soir. Restez avec nous. Les précisions, comme d'habitude, c'est tout de suite. Rebonsoir et bienvenue, nous parlons santé à l'entame de cette édition. Les travaux sur la mise en œuvre effective de l'assurance maladie universelle au Togo continuent. Ce mercredi a eu lieu le deuxième conseil des ministres avec le nouveau gouvernement et des décrets ont été justement examinés allant dans ce sens. Que retenir concrètement de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle? Les précisions dans ce reportage de Nadège Arlidia. Par assurance maladie universelle, l'on entend service de protection sociale et de prise en charge en matière de santé. Selon le principe, elle fait profiter à la population la réduction des coûts de prestation des soins de santé et d'achat des produits. Au Togo, la gestion de celui-ci a été confiée à l'INAM, Institut national d'assurance maladie. Au départ, l'assurance couvrait uniquement les acteurs du secteur public, mais avec le temps, elle s'est élargie à toutes les autres couches. L'idée étant d'atteindre tous les habitants du pays, sans exception aucune. Aujourd'hui, les choses évoluent en ce qui concerne la faisabilité et l'effectivité de la mise en place d'une assurance maladie universelle pour tous dans le pays. Le dernier Conseil des ministres tenu ce mercredi en a fait mention. Cette nouvelle rencontre entre les membres du gouvernement a donné suite à l'examen des projets de décret qui, à leur tour, ont permis d'adopter un certain nombre de tests. Au rang de ces derniers, l'on voit d'abord celui portant sur les modalités d'accès aux prestations de soins de santé couvertes par l'AMU, l'assurance maladie universelle. En outre, détaillant les séries de soins de référence de l'AMU pour les agents du secteur formel et ceux qui exercent dans le privé ou l'on formel également a été adopté. Ensuite, deux autres sur le cadre contractuel entre les organismes de gestion et les organismes délégués de l'AMU, en plus des montants, taux et modalités de recouvrement des cotisations sociales et autres contributions dues au titre du régime de l'AMU en ont également fait partie. L'objectif est de garantir un soin de santé de qualité à un coût abordable à toute la population. Sous le contrôle des autorités en charge du sujet, l'intégration des autres couches débute le 1er janvier 2024. Les autorités togolaises ambitionnent élargir le programme d'urgence pour la région des Savanes Pures à la région de la Kala et de la Kara et celle centrale. L'idée est d'adopter la prévention et de munir ces régions de moyens leur permettant de renforcer leur résilience. Promise Pomebe et Bernard Quinvi. Le programme d'urgence pour la région des Savanes Pures a été mis en place par les autorités togolaises face aux difficultés socio-économiques et à la menace sécuritaire grandissante auxquelles étaient confrontées les populations de la région septentrionale du pays. L'idée, améliorer les conditions de vie des populations et renforcer la résilience, comblant ainsi les manquements en matière d'infrastructures et de services sociaux de base. Le pays envisage obtenir un accompagnement financier pour étendre le programme à la région de la Kara et celle centrale afin de renforcer les conditions de vie des populations, agir plus vite et à plus grande échelle en matière de prévention. Certes, le Togo n'est pas éligible au plan conflit et violence de la Banque mondiale pour bénéficier d'un financement de mise en œuvre d'un programme de prévention et résilience dans les deux régions en question, surtout qu'elles sont jusque-là épargnées des incursions terroristes, mais la dynamique est celle d'anticiper la prévention est la meilleure façon de gagner une guerre.
La progression de l'insécurité dans la sous-région, qui a d'ailleurs touché certaines zones du pays, reste un facteur non négligeable qui encourage cette politique de prévention. Les discussions se poursuivent et le Togo pourra bénéficier de cette enveloppe dans les jours à venir pour élargir le PURS dans une perspective de prévention. Pour rappel, lancé l'année dernière, le programme d'urgence pour la région des Savanes, avec un budget de 50 milliards de francs CFA, a permis, selon les autorités, d'offrir à 80 000 personnes l'accès à l'eau potable et à 15 000 ménages une électricité fiable. Mais aussi, le réseau des pistes rurales a été amélioré de 15 à 20%. Suite à la saisine du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique par l'Observatoire pour la promotion de la santé en Afrique concernant un réseau de vendeurs parallèles de médicaments, une enquête a été ouverte pour démanteler le réseau à Kara. Une décision prise par le ministère de tutelle suite à un entretien avec la direction régionale de la santé de Kara et le directeur du CHU Kara. Kofi Kligé avec ce récit revient sur les faits. Suite à la correspondance de l'Observatoire pour la promotion de la santé en Afrique, OPS Afrique, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a pris des dispositions pour mettre en lumière les actes malsains qui se déroulent au centre hospitalier universitaire de Kara. Le 2 octobre dernier, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Moustapha Midjiawa, a tenu une réunion avec le directeur régional de la santé de Kara et les premiers responsables du centre hospitalier universitaire de Kara. Le directeur du CHU Kara a témoigné avoir reçu des instructions fermes du ministre de la Santé. Actuellement, une commission est mise en place pour démanteler le réseau de vendeurs de médicaments parallèles. La vente parallèle de médicaments dans les hôpitaux publics du Togo et l'indélicatesse du corps médical sont devenus monnaie courante. Même s'il est difficile de réunir les preuves, les événements récents passés au CHU Kara ont jeté les bases pour démanteler le réseau afin de sauver les populations des actes indélicats des praticiens hospitaliers du Togo. Le développement de l'économie numérique de ces États membres demeure désormais une priorité pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Lors d'une récente rencontre des ministres de l'institution, plusieurs mesures ont été prises, ceci afin de stimuler la croissance de l'économie numérique au sein des différents États membres. Jessica Rallo, Nadège Arlidia. L'Union économique des États de l'Afrique de l'Ouest, UEMOA, envisage renforcer l'économie numérique de ses États membres. À cet effet, un conseil des ministres des États membres de l'institution a eu lieu le 22 septembre dernier en Côte d'Ivoire. À l'issue de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises, notamment l'adoption de la création d'un comité des régulateurs nationaux du numérique des États membres. Aussi, il a été validé la directive portant harmonisation des dispositions relatives au droit à rémunération pour copie privée au sein des États membres de l'UEMOA. Le reste des mesures concerne la directive relative à l'usage de masse du numérique. Elle énonce les principes et conditions auxquels les États membres sont invités à se conformer dans le cadre de la promotion des usages numériques. Tout ceci dans le but d'améliorer la gouvernance dans le secteur de l'économie numérique et renforcer les capacités des ressources humaines et techniques de l'administration publique et des capacités productives des pays. Le Togo, quant à lui, envisage d'augmenter à 10% la contribution du secteur numérique à son PIB. Pour ce faire, après s'être doté de l'Agence nationale de la cybersécurité, ainsi, le pays a récemment revu sa loi sur les transactions électroniques, en plus de la disposition du câble Internet sous-marin de Google et Kiano. Au Togo, l'agriculture biologique a de beaux jours devant elle, ceci au vu des formations, de l'augmentation des productions, mais également des recherches qui se font dans ce sens. Une situation qui motive les différents acteurs qui envisagent en fait une référence sur le continent africain. Constat fait par Bernard Quinvy. Depuis 2020, le Togo se positionne comme le premier exportateur mondial de produits biologiques vers le marché de l'Union européenne. L'ananas et le soja font partie des productions bio du pays les plus prisées sur les marchés d'exportation. Concernant le premier qui est l'ananas, le Togo dispose d'une capacité d'extension de sa culture et d'un créneau sur le marché en forte demande. De 27 000 tonnes en 2017, la production est passée à 44 000 tonnes en 2022, dont 38 000 tonnes de bio.
une production dont au moins 60% est exportée vers l'Europe. Concernant la production du soja, elle connaît une hausse substantielle atteignant les 200 000 tonnes en 2021. Rappelons que d'ici 2028, la production devrait atteindre 500 000 tonnes pour garantir les stocks nécessaires à la transformation locale et à l'exportation. Par ailleurs, il est prouvé que les filières biologiques ont un potentiel élevé pour développer l'agro-industrie, surtout pour les fruits et légumes et pour contribuer à augmenter les recettes d'exportation. Puis, avant de s'envoler pour l'actualité au-delà de nos frontières, sachez que le 5 octobre de chaque année est célébré un peu partout dans le monde la journée des enseignants. Leur mission, les difficultés qu'ils rencontrent et leurs conditions de travail, voilà quelques points sur lesquels on s'est intéressé dans ce reportage signé Promise Bomebe et Kofi Kliké. Si l'éducation demeure l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, les enseignants et les enseignantes constituent ces acteurs incontournables dans le processus qui façonne l'avenir des apprenants et par là de chaque nation et du monde. Enseigner ne signifie pas uniquement apprendre à l'élève une série de faits et nombres, mais l'inspirer, libérer son potentiel et lui offrir de nouvelles perspectives. L'enseignant a pour mission de montrer ce qu'on ne savait pas, de diriger vers ce que l'on ne connaissait pas. L'enseignant est comme le montreur de chemin. Il doit être patient, il doit être à l'écoute des autres, il doit être honnête. Tous ceux que nous connaissons aujourd'hui, tous ceux qui ont occupé de grands postes aujourd'hui sont passés dans les mains des enseignantes et des enseignants. Un sacerdoce qui lui demande assez de sacrifices et qui présente des défis et difficultés auxquels ces derniers font face avec dévouement, guidant les apprenants vers l'atteinte de leurs ambitions. Quand on est enseignant, il faut préparer les cours. Cela signifie qu'il y a des sacrifices énormes qu'on doit faire. Il faut faire des recherches. Parce qu'aujourd'hui, il faut renouveler son cours. Et l'enseignant doit mettre son cours au goût du jour. Et l'enseignant aussi a des problèmes auprès des élèves. Parce que vous savez, les élèves, il y en a qui sont récalcitrants, qui ne veulent pas apprendre leurs leçons. Il faut les forcer par des astuces à apprendre leurs leçons. Et il y a aussi comme problème les parents. Donc les enseignants ont des problèmes avec des parents parfois qui aussi ont des exigences. Et quoi qu'on dise, il faudrait que l'enseignant minimise les problèmes. Okay? Donc en positivant la vie, le travail, même si c'est un sacerdoce, devient pour lui quelque chose du quotidien et il doit donc aimer son travail. Des efforts se sont multipliés ces derniers temps pour améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs du secteur éducatif, mais l'on pourra également mieux faire, et ce, à tous les niveaux du système. Auparavant, l'enseignant avait une condition assez précaire, mais aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué, et puis l'enseignant peut se dire aujourd'hui enseignant, parce qu'auparavant, les gens n'aimaient pas dire qu'ils étaient des enseignants par rapport à leurs conditions de vie de travail. Et même au niveau des privés, je crois que quelque chose se fait aussi. Et au niveau du confessionnel, les conditions de vie et de travail sont plus ou moins favorables. Néanmoins, nous demandons donc à ce que cela soit plus regardé. Même si beaucoup de choses se font déjà, il faudrait que cela continue et qu'on fasse davantage. En principe, l'enseignant est celui-là qu'on doit traiter mieux dans une société. Au-delà des insuffisances et des manquements dont quelques-uns font preuve dans l'exercice de leur mission, leur rôle reste déterminant pour l'avenir de l'humanité et l'on doit de l'honneur et du respect au personnel du corps enseignant. L'ancien président et révolutionnaire burkinabé Thomas Sankara a été
élevés au rang de héros de la nation. Un décret portant cette reconnaissance a été adopté en Conseil des ministres hier mercredi, indique un compte rendu transmis à l'AFP. La consécration du statut de héros de la nation à Thomas Sankara vise à pérenniser les valeurs cardinales qui fondent la République, a justifié le gouvernement. Pour rappel, Thomas Sankara a été assassiné le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État fomenté par Blaise Compaoré. Il était en réunion au siège de son Conseil national de la Révolution lorsqu'un commando de soldats putschistes est arrivé sur place et l'a abattu, lui et ses compagnons. Quittons le Burkina Faso pour le Niger. On en parlait à l'entame de cette édition. Les choses se précisent de plus en plus en ce qui concerne la fin de la coopération militaire entre la France et le Niger. L'agente militaire au pouvoir dans le pays a assuré que le retrait des soldats français allait démarrer dans la semaine. Information confirmée par l'état-major français des armées. Le compte rendu. Le Niger a assuré jeudi que le retrait des militaires français qui doit débuter dans la semaine, selon Paris, se fera selon ses conditions et dans le respect de ses intérêts. L'état-major français des armées a annoncé plus tôt dans la matinée que ses troupes déployées au Niger vont amorcer leur retrait du pays. Dans la foulée, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a confirmé cette annonce dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Les 400 soldats français basés à Oualam dans l'ouest seront les premiers à plier bagages. La base aérienne de Niamey où sont stationnés la majorité des militaires français sera ensuite démantelée d'ici la fin de l'année. L'état-major français avait indiqué jeudi matin lancer l'opération de désengagement dans la semaine, en bon ordre, en sécurité et en coordination avec les Nigériens. Cette décision intervient après un bras de fer de plus de 2 mois avec Niamey. Quelques 1000 soldats et aviateurs français sont déployés sur la base aérienne française de Niamey et 400 à Oualam et à Yorou aux côtés des Nigériens dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Et justement, le désengagement des soldats français a effectivement démarré dans la journée de ce jeudi. L'état-major a indiqué que les premiers à plier bagages sont les 400 soldats actuellement déployés à Oualam le long de la frontière malo-nigérienne. Il faut rappeler que cette opération de retrait doit s'achever avant le 31 décembre 2023. Nous partons pour le Burundi à présent. Alain Guillaume Bunyoni, l'ancien premier ministre du pays, accusé de saper la sécurité nationale, ne sera pas provisoirement remis en liberté. La demande a été rejetée en début de semaine par la Cour suprême du pays. Les précisions. Au Burundi, Alain Guillaume Bunyoni restera dans sa cellule de la prison de Gitega. La Cour suprême du pays a rejeté lundi la demande de mise en liberté provisoire de l'ancien premier ministre. Le prévenu a été notifié de la décision mercredi. Le général Bunyoni est accusé de saper la sécurité nationale. Il a dirigé le gouvernement burundais de juin 2020 à septembre 2022. Celui qui était considéré comme le véritable numéro 2 du régime au Burundi a été arrêté en avril dans la capitale économique Bujumbura, la veille de son 51e anniversaire, dans un contexte de velléité de coup d'État contre Évariste Ndayishimiye, le président burundais. Il avait introduit une demande de mise en liberté provisoire lors du début de son procès fin septembre, malgré l'arrivée d'un nouveau régime en 2020 suite à la mort de Pierre Nkurunziza. La situation des droits de l'homme au Burundi était toujours jugée désastreuse par une commission d'enquête de l'ONU en septembre 2021. Et pendant ce temps aux Comores, les citoyens du pays sont appelés à se rendre aux urnes le 14 janvier prochain pour élire un nouveau président. Cependant, l'opposition du pays appelle à un boycott des élections. Pourquoi? Les précisions dans ce reportage qui suit. Aux Comores, la prochaine élection présidentielle se tiendra le 14 janvier. Un second tour est prévu le 25 février. Alors que le chef d'État sortant et président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, est candidat à sa réélection, la plus grande coalition d'opposition dénonce un scrutin joué d'avance et a menacé de le boycotter. Nous ne participerons pas à une énième mascarade électorale, avait déclaré Mohamed Ali Souhaili, chef de file du Front commun élargi, qui rassemble les principaux partis d'opposition de cet archipel de l'océan Indien. Condamné à l'exil, une grande partie de l'opposition comorienne s'organise aujourd'hui depuis l'étranger.
La justice comorienne a rejeté début septembre un recours réclamant que le droit de vote de la diaspora soit garanti. Élu en 2002, en 2016 puis en 2019, le colonel et ancien chef d'état-major de l'armée Azali Assoumani, âgé de 64 ans, a toujours trouvé des parades pour rester au pouvoir. Il a dissous la Cour constitutionnelle et modifié la Constitution en 2018 pour étendre à 2 mandats la durée de la présidence. Hier, mercredi, à Rome, le souverain pontife, le pape François, a ouvert à la place Saint-Pierre l'Assemblée générale synodale de l'Église catholique. Mais en marge de cette rencontre, des manifestants se sont rassemblés autour d'une grande banderole portant une seule inscription, ordonner les femmes. Quelle est la signification de ce geste? Nous vous laissons le découvrir dans le reportage qui suit. Un groupe de manifestants s'est rassemblé sur la place Saint-Pierre au Vatican pour réclamer l'ordination des femmes mercredi. Ce rassemblement avait lieu en marge d'une messe consacrée à l'avenir de l'Église catholique, célébrée par le pape François. Nous sommes réunis ici à l'occasion de l'ouverture de la première réunion du synode sur la synodalité à Rome. Nous venons avec notre tente symbolique pour encourager la hiérarchie à agrandir la tente. Pour plaider en faveur des femmes diacres, les manifestants ont déployé, juste avant le début de la messe, une gigantesque banderole portant l'inscription « Ordonner les femmes ». Stipulant que dans l'Église primitive, les femmes étaient diacres. Depuis des années, elles exhortent ainsi le Vatican à avoir plus de droits dans la gouvernance de l'Église. Mais jusqu'à présent, le pape François refuse d'apporter du changement. Actualité sportive pour clore cette édition. Pour une deuxième fois dans l'histoire du football, le continent africain va abriter une Coupe du Monde, celle de 2030. Et c'est le Maroc qui a été choisi et annoncé par la Fédération internationale de football. Une nouvelle qui ravit en tout cas l'ensemble de la population marocaine, comme le montre si bien ce reportage. Le Maroc s'apprête à devenir le 2e pays africain à accueillir un mondial de football depuis l'Afrique du Sud en 2018. Pour la première fois dans l'histoire du tournoi, les confédérations européennes, africaines et sud-américaines se sont accordées autour d'une candidature unique présentée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, mais prévoyant 3 matchs en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. Je suis très contente en tant que Marocaine de pouvoir avoir cette fierté d'organiser la Coupe du Monde de football en 2030 avec l'aide du Portugal et de l'Espagne. Ce sera un très grand événement et j'espère qu'il y aura la même joie de vivre qu'en 2022 pour la Coupe du Monde. Je suis très heureuse de cette participation, à savoir un grand événement comme la participation dans la Coupe du Monde avec de grands pays comme le Portugal et l'Espagne. Bien sûr. Donc on est très heureux. On espère que ça va se passer dans les conditions excellentes, Inch'Allah, et que le Maroc gagne. Si la FIFA valide les critères techniques et attribue officiellement la compétition fin 2024, le Maroc s'assurera l'une des 3 places qualificatives réservées aux pays hôtes, ce qui n'est pas le cas de l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay qui devront franchir les qualifications. Point final donc à cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles aux différents programmes de la 7. Retrouvez demain Nadej Arlidja. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de soirée.